Merci, professeur Hachid. Merci, honorable assistance, d'être resté jusque-là. Donc, sans trop tarder, je sais que vous êtes tous fatigués. J'essaye de faire une présentation qui est d'ordre pratique, malheureusement à une heure aussi tardive, mais je ferai mon possible pour attirer votre attention. Au fait, l'objectif de cette présentation était de répondre à certaines questions qui étaient posées et surtout, lever les contraintes et les inquiétudes qu'ont certains biologistes médicaux vis-à-vis de la biologie moléculaire. D'abord, je ne déclare aucun conflit d'intérêt dans cette présentation. Je commencerai par dire les techniques de biologie moléculaire, ils ont fait leurs preuves dans le diagnostic précis et rapide de plusieurs pathologies dans différentes spécialités, dans les maladies génétiques, en microbiologie, que ce soit la bactério, la viro, l'hémobiologie, l'immunologie. Donc, on est sûr que les techniques moléculaires ont leur place dans différentes spécialités. C'est pour ça que les prescripteurs de ville ont aussi pris conscience de ces performances et font de plus en plus appel à ces techniques. Les laboratoires d'analyse médicale sont alors dans l'obligation de s'acquitter de cet outil précieux. Et en effet, durant la pandémie Covid-19, plusieurs laboratoires, peut-être pas tout à fait prêts à cela, ils ont acquis du matériel de PCR pour répondre à la pandémie et aider la population dans le diagnostic de cette infection, dont le diagnostic au début était purement moléculaire. Donc le but de cette présentation est d'approcher le pas à pas dans la mise en place d'une unité de biologie moléculaire dans un laboratoire de ville. Ma présentation va s'axer sur la PCR en temps réel étant la technique la plus utilisée parmi les autres techniques de PCR. Ma collègue avait parlé tout à l'heure des PCR isothermes, des techniques isothermes qui ont été proposées aussi pendant la pandémie Covid. Elles ne feront pas l'objet de cette présentation car elles ont leurs spécificités et leurs limites. Classiquement, le workflow d'une PCR commence par d'abord la collecte des échantillons qui peuvent être congelés jusqu'à analyse pour la plupart d'entre eux. Ensuite vient l'étape de l'extraction des acides nucléiques. Ensuite, on a la technique de PCR proprement dite qui va se faire sur un thermocycleur. Et quand c'est une PCR en temps réel, il y aura détection de cette amplification en même temps que le thermocycleur travaille. Donc, dans le tube de PCR, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Eh bien, les ingrédients qui sont nécessaires pour faire une PCR, on a d'abord le matériel qui a été extrait, le matériel qu'on veut rechercher. Très bien. Cet ADN qui est ici comme le signe égal, c'est un ADN bicaténaire. On peut aussi faire à partir d'un ARN simple brun, à condition que ce soit précédé d'une étape de reverse transcription par une enzyme qui est la reverse transcriptase. Très bien, donc cet ADN cible, il va se dénaturer à une température de 95 degrés. Et qu'est-ce qui va se fixer sur cet ADN dénaturé ? C'est les amorces. Donc les amorces se fixent à une température entre 45 et 60 degrés. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Donc elles vont reconnaître la cible qui leur est complémentaire. Ils vont se fixer. Là vient le rôle d'un troisième élément qui est la Taq polymérase. C'est l'enzyme de polymérisation qui vient, elle trouve qu'il y a quelque chose à compléter, parce que l'amorce est un morceau inachevé et qui a besoin d'être complété par des DNTP. Qui fait ce travail ? C'est la Taq polymérase qui est l'acteur principal de la PCR. Et cette Taq polymérase travaille à une température de 72 degrés. Donc, pourquoi on parle de polymérisation en chaîne ? Parce qu'il y a une chaîne de température et chaque changement de température va constituer un cycle. Donc, un cycle est constitué d'une étape de dénaturation, d'hybridation et d'extension. Et à chaque fois, le thermocycleur doit changer de température pour que la réaction de PCR puisse se passer. Et puisque c'est une PCR en temps réel, pourquoi on l'appelle en temps réel ? Parce que l'amplification et la détection se font en même temps. Contrairement à ce qu'on avait comme PCR en point final, qui existe encore mais qui sont moins utilisés, il fallait attendre l'amplification pour détecter et révéler le produit de la PCR. Ce n'est pas le cas dans la PCR en temps réel. Donc, autant la Taq polymérase est en train de travailler, le produit amplifié est en train d'être détecté. Par quoi ? Eh bien, on peut utiliser des produits fluorescents comme le Cybergreen, qui, lui, est un agent intercalant. Regardez,
il s'intercale dans l'ADN double brin néosynthétisé. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y a un double brin néosynthétisé, il vient se fixer et on détecte le cybergreen. Mais dans le cybergreen, on ne peut détecter qu'une seule cible. Et on peut aussi utiliser des sondes d'hydrolyse qui ont révolutionné la PCR en temps réel. C'est quoi? Ce sont des sondes qui sont spécifiques. Regardez, c'est des morceaux d'ADN qui ont une région cible à laquelle ils se fixent, tout comme les amorces. Par contre, la différence avec les amorces, c'est qu'elles sont liées à un agent fluorophore qui va donner une couleur. Et on peut avoir plusieurs couleurs, donc on peut détecter plusieurs cibles. Donc les systèmes de sondes d'hydrolyse, ils ont permis le multiplexage et vous reconnaissez peut-être certains fluorophores et certains canaux de lecture comme le FAME, le X, le ROX, etc. Donc tout ça, c'est des fluorophores et des couleurs qui nous permettent de détecter plusieurs cibles génétiques. Très bien, ça c'était le rappel un petit peu théorique pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans mon laboratoire. Mais une fois que je me suis décidée à installer cette unité de biologie moléculaire, qu'est-ce que je dois savoir? La première chose à prendre en considération, et c'est très important, c'est l'espace. L'aménagement d'un laboratoire de biologie moléculaire, idéalement, est constitué de 3 salles. Une salle pour la préparation des réactifs, une salle pour la préparation des échantillons et une salle pour l'amplification et la PCR. Et dans cette salle, il doit y avoir un poste de sécurité microbiologique. Vous regardez avec moi les espaces pour sortir et rentrer dans ces différentes zones. Et il y a ce qu'on appelle un SAS. Un SAS, c'est quoi? C'est un système de double porte, séparé par une zone séparatrice. C'est tout à fait comme ce qu'on trouve dans les banques pour éviter les braquages de banques. Dans le laboratoire, c'est pour éviter les contaminations. Et regardez, les doubles portes ne sont pas en face à face, elles sont diamétralement opposées. Donc ça, c'est l'idéal dans l'aménagement d'un laboratoire de biologie moléculaire. Et ces 3 zones, elles doivent respecter un flux de travail unidirectionnel. Donc l'idéal, c'est que la personne qui va de la salle de préparation de réactifs continue son chemin et ne fait pas un retour en arrière. Et la condition stricte à respecter, c'est que chaque zone de travail doit avoir son propre matériel. Je ne vais pas ramener un vortex de la salle de PCR à la salle d'extraction. Je ne vais pas ramener une pipette d'une salle à une autre. Donc, chaque salle, elle a son propre matériel et il ne bouge pas. Donc pour simplifier les choses et surtout ce que nous a permis la PCR en temps réel grâce à sa prévention de la contamination, c'est qu'on peut aller, si vous me dites 3 salles c'est beaucoup, on peut aller vers 2 salles, une salle pré-PCR et une salle post-PCR. L'essentiel c'est que tout ce qui se passe après la PCR reste dans une seule salle confinée. Qu'est-ce que j'utilise comme équipement dans la biologie moléculaire? C'est surtout, on va s'axer sur les hôtes et les PSM. Donc les PSM, c'est les postes de sécurité microbiologique. Dans les hôtes PCR, c'est des systèmes qui sont un petit peu des enceintes pour travailler. Elles ne sont pas très sophistiquées, donc elles contiennent une lampe UV et un système de ventilation. Qu'il y ait l'un ou l'autre, on va les classer en A, B, C. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour préparer vos réactifs de PCR, vous êtes obligé d'utiliser un cabinet PCR ou une hotte à PCR qui a la lampe UV, parce que les UV permettent d'éliminer l'ADN contaminant. Mais pour travailler les échantillons et toutes les étapes de la biologie moléculaire, vous êtes obligé d'aller vers un PSM 2 et 3, parce qu'ils ont un plus haut niveau de sécurité. Et aussi, les embouts qu'on doit utiliser, ce sont des embouts à filtre. Pourquoi les embouts à filtre et pas les embouts ordinaires? Parce que regardez, on est devant une technique qui est très sensible. Donc, s'il y a une petite gouttelette, un petit aérosol, elle risque de le détecter et elle va faire sortir un résultat positif. Regardez, quand vous utilisez un embout normal, il y a des aérosols qui sortent dans la pipette, vous ne les voyez pas, mais ils contaminent votre pipette. Par contre, quand vous utilisez un embout à filtre, regardez, le filtre empêche les aérosols de monter dans la pipette et donc le prochain échantillon que vous allez manipuler ne sera pas contaminé par le précédent. Voici un petit travail qui avait confirmé cette contamination quand on utilise un embout ordinaire et un embout à filtre. Regardez, le premier échantillon était positif. Quand on a manipulé le second échantillon qui était censé être négatif, il est sorti quand même légèrement positif. Cette contamination a été éliminée par l'embout à filtre. Donc l'embout à filtre dans la biologie moléculaire n'est pas un luxe, n'est pas faire en excès, c'est une nécessité en biologie moléculaire parce qu'on est devant une technique qui est très sensible. L'actualité, c'est qu'on est parti un peu plus loin parce qu'on a trouvé que certains embouts à filtre quand même donnaient des contaminations en raison de la matière utilisée, de la porosité. Et actuellement, on nous propose des pipettes, des embouts à filtre avec une barrière ART.
Donc là, ils nous disent qu'il n'y a pas du tout de contamination, mais la seule chose à considérer, c'est qu'ils ne sont pas adaptables sur toutes les pipettes. Donc il faut faire très attention lorsque vous les commandez. Bien, là, quand j'ai choisi mon espace, ma hotte où je vais travailler et le matériel que je vais utiliser, maintenant, quand je vais choisir le système de PCR proprement dit ou les réactifs que je vais utiliser, j'ai deux choix qui s'imposent à moi. Est-ce que je vais aller vers des PCR unitaires ou vers des PCR en série? Les PCR unitaires, sans citer de marque, elles se présentent en général comme ça. Ce sont des cassettes qui vous permettent de faire l'extraction et l'amplification pour un patient dans une seule chambre. Donc, c'est vraiment très révolutionnaire, on va dire la vérité, c'est très pratique pour les laboratoires, surtout à faible cadence. Donc on a l'extraction et l'amplification qui se font en même temps, on ne manipule pas beaucoup, il suffit juste de mettre le prélèvement dans la cassette et il y a moins de risque de contamination parce que tout est contenu à l'intérieur. Par contre, si je peux dire si c'est des inconvénients, mais peut-être certains pourraient voir ça comme un avantage, c'est des systèmes fermés. Donc on ne peut utiliser que les réactifs dédiés à cet automate et ils ont un prix assez élevé par rapport à PCR en série. Si je fais le choix de faire des PCR en série, c'est-à-dire que je vais acheter du réactif pour plusieurs patients, donc c'est adapté quand j'ai une grande cadence et le prix de revient sera beaucoup moins cher. Mais attention, il y a beaucoup de choses à considérer et beaucoup de laboratoires se font avoir. Les réactifs, une fois ouverts, ils ne subissent pas plus de 3 cycles de congélation-décongélation. C'est pour ça, l'astuce, c'est d'alicoter votre réactif. Donc, dès que vous ramenez, vous n'êtes pas sûr de lancer, par exemple, c'est un tube de 25 échantillons, vous allez lancer 3 ou 4 échantillons, il faut alicoter en fonction de la demande que vous avez. Il y a un risque de contamination puisqu'on va faire du pipetage, on va faire poser un prélèvement à côté d'un réactif, donc il y a nécessairement un risque de contamination. Et aussi, c'est des choses qui se font en série, qui sont accompagnées d'un contrôle positif, un contrôle négatif. Ici, c'est une PCR quantitative de calibrateur, donc il ne faut pas compter un tube ou un réactif pour un échantillon. Un échantillon sera obligatoirement accompagné d'un test de contrôle positif, contrôle négatif et des calibrateurs s'il est testé seul. Bien, maintenant, si je choisis cette PCR en série, je vais faire moi-même l'extraction suivie par l'amplification. Quelle est la méthode d'extraction qui se propose? Donc, en général, les fournisseurs de kits de PCR vous proposent le kit d'extraction à utiliser, mais il faut savoir son principe et est-ce qu'il est vraiment bien classé dans les méthodes d'extraction. Au fait, on a des méthodes en solution, par exemple la méthode de phénol et chloroforme, donc c'est 2 phases organiques où les acides nucléiques vont passer d'une phase à une autre et ils seront purifiés par la suite. Et on a les méthodes les plus utilisées, c'est les séparations en phase solide, basées sur 2 principes importants. On a les bimagnétiques, très utilisés, et on a les colonnes de centrifugation, c'est des colonnes en silice qui retiennent les acides nucléiques, qui seront ensuite élués dans l'ELUA et donc utilisés pour la PCR. Une chose à savoir et à considérer, c'est que, attention, l'extraction de l'ARN, surtout quand on parle d'un virus ARN, n'est pas comme l'extraction de l'ADN. L'ARN, il est beaucoup plus fragile, il est beaucoup plus instable, donc il se dégrade facilement. Pourquoi? Parce qu'on a dans l'environnement, un petit peu partout, des RNAs. Donc, c'est des enzymes qui dégradent l'ARN et elles sont très présentes, même sur les doigts. Donc, vous risquez vous-même de dégrader l'ARN que vous cherchez à amplifier et à rechercher. Donc, il faut faire très attention quand vous avez un prélèvement à ARN. D'ailleurs, souvent, on conseille de les transporter à +4 pour préserver l'intégrité de l'ARN. Aussi, une chose importante à considérer dans les kits d'extraction, c'est que, attention, les kits d'extraction ne sont pas valables pour tous les échantillons, ou pour dire pour toutes les matrices. On a des kits d'extraction pour le plasma et le sérum, LCS. On a des kits d'extraction pour le sang total, d'autres pour les biopsies et les tissus. Donc, il faut faire attention quand vous utilisez ou vous choisissez votre kit d'extraction. Ensuite, comment je vais choisir mon thermocycleur? Mon thermocycleur, il y en a plusieurs qui sont proposés sur le marché algérien. Donc, il y a plusieurs critères que je dois prendre en considération. Sa capacité. Moi, je teste, par exemple, pendant la période Covid, on testait jusqu'à 72 échantillons à la fois. Est-ce que mon thermocycleur me le permettra? Les plages de température. On a vu dans la PCR, il y a des changements de température. Donc, est-ce que mon thermocycleur peut aller jusqu'à 95 degrés? Est-ce qu'il peut monter rapidement vers cette température? Parce que plus il aura un temps long à passer d'une température à une autre,
plus ma PCR elle sera ralentie et plus le rendement et l'efficacité de ma PCR seront amoindris. La précision et l'uniformité de la température, il faut que la température soit homogène dans tous les espaces. C'est pour ça que là, considérez, il y a des thermocycleurs qui viennent en plaques, où l'homogénéité de la température elle est assez difficile à atteindre, et on a des thermocycleurs en rotor. Donc, cette rotation, elle permet d'homogénéiser la température. Je considère la facilité d'utilisation. Est-ce qu'il y a une interface utilisateur facile? La mémorisation des données. Certains thermocycleurs ne mémorisent pas les calibrations, donc vous risquez de faire une calibration à chaque fois. C'est un caractère très important à prendre en considération avant d'acheter votre thermocycleur. La compatibilité des fluorophores. J'avais parlé tout à l'heure, dans les sondes fluorescentes, on a plusieurs canaux de lecture. En général, les plus utilisés, c'est le FAME, le X, le CY5 et le ROX. Mais par contre, certains kits d'amplification utilisent d'autres fluorophores. Par exemple, pendant la période Covid, on a eu un qui avait un fluorophore particulier, c'était le quasar, qui n'était pas disponible sur le rotorgène et disponible sur le CFX96. C'est un paramètre très important à prendre en considération. La précision dans la détection. Normalement, ces appareils sont régulièrement calibrés pour vérifier la performance de notre lecteur de fluorescence. La fiabilité de cet appareil, sa longévité, bien sûr, je ne vais pas m'amuser à acheter un thermocycleur chaque année, ça coûte les yeux de la tête. Et bien sûr, je vais regarder le prix, parce que je suis un laboratoire de ville, et la dimension, est-ce que j'ai assez d'espace pour le poser, le support technique, la maintenance, la connectivité avec le système informatique que j'ai dans mon laboratoire. Tout ça, c'est des paramètres à prendre en considération quand je veux choisir mon thermocycleur. Très bien, maintenant j'ai tous les équipements, j'ai tous les réactifs nécessaires, je vais me lancer à faire des PCR. Donc le manipulateur doit respecter une certaine tenue pour faire de la PCR. D'abord une tenue protectrice, une blouse ou une surblouse, et surtout, des gants non poudrés. Le talc est un inhibiteur de PCR, donc il ne faut jamais travailler dans une zone où on utilise des gants talqués, et il ne faut jamais utiliser des gants talqués pendant qu'on manipule une PCR. Des lunettes de protection pour éviter les projections. Très rapidement, quelques notions d'interprétation pour ne pas tomber dans des pièges d'interprétation. Une courbe de PCR en temps réel, elle se présente comme ça. Elle a un aspect sigmoïde et elle est divisée en 3 phases. La phase exponentielle, la phase transitoire et la phase stationnaire. Vous êtes obligé d'avoir une courbe comme ça pour proclamer qu'il s'agit d'une détection et qu'il s'agit d'un résultat positif. Par contre, dans la vie réelle, regardez ce qu'on peut avoir. On peut avoir des bruits de fond. Des bruits de fond qui pourraient être détectés par le thermocycleur comme un résultat positif, parce qu'il y a une élévation par rapport à la ligne limite, regardez, qu'on appelle le threshold, et qui pourrait, quelqu'un qui n'est pas conscient, il pourrait considérer ça comme un positif. Regardez dans la deuxième image aussi, le threshold coïncide avec les premières courbes qui sont non spécifiques, et il détecte comme ça comme positif. Donc si on se contente à lire les tableaux que nous donnent les thermocycleurs, on risque de rendre des résultats faux. Maintenant, quand il s'agit d'une PCR qualitative, comme il était le cas pendant le Covid, donc la chose n'était pas très compliquée, il suffit de rendre positif ou négatif. C'est vrai qu'on nous a un peu tracassé avec les CT, mais le patient, il recevait un résultat, est-ce qu'il a ou pas le matériel génétique du SARS-CoV-2 ? Et pour interpréter cette PCR qualitative, on devait joindre 2 paramètres. D'abord, le contrôle d'inhibition. C'est quoi ça? Le contrôle d'inhibition, c'est un matériel génétique qu'on ajoute de façon intentionnée dans notre mix ou dans notre tube PCR pour vérifier que la PCR a bien eu lieu. Parce que vous imaginez, si c'est négatif, qu'est-ce qui vous dit que c'est vraiment négatif? Qu'est-ce qui vous dit que la PCR n'a pas été inhibée, que par exemple il n'y avait pas un élément nécessaire qui n'était pas ajouté, le biologiste a oublié d'ajouter la Taq polymérase? Dans tous les cas, le résultat ou ce que voit le thermocycleur, c'est le néon. Donc le thermocycleur vous dit je ne vois rien, mais est-ce que parce qu'il n'y a rien, parce que rien n'a été amplifié, ou parce qu'il n'y a rien, parce qu'il y a eu un problème d'inhibition? C'est pour ça qu'on ajoute nous-mêmes un ADN qui est censé être amplifié. D'accord? Donc, si les deux, la cible et le contrôle interne, sont détectés, on répond positif. Si la cible n'est pas détectée et le contrôle interne est détecté, heureusement, parce que je l'ai mis, je suis sûre qu'il y est, donc je réponds négatif, n'est-ce pas? Mais si les deux ne sont pas détectés, est-ce que je peux répondre? Eh bien non, il n'y a pas le contrôle interne, je l'ai mis, il est censé être détecté. Donc le résultat est ininterprétable, ça veut dire qu'il y a eu une inhibition pendant cette PCR.
Par contre, le cas contraire, si ma cible a été amplifiée et le contrôle interne n'est pas amplifié, bien que je l'ai mis, est-ce que je peux répondre? La réponse c'est oui, je peux répondre. Pourquoi? Quelle est l'explication? Parce qu'il y a une compétition entre la cible et le contrôle interne. Le contrôle interne, quand on manipule, on ajoute une petite quantité. Donc parfois, le patient il est tellement positif que il y a une compétition et c'est la cible qui l'emporte et le contrôle interne n'est pas amplifié. Quand il s'agit d'une PCR quantitative, là, il y a une étape de calibration. Donc là, on veut quantifier, on veut avoir un chiffre. Pour avoir ce chiffre, comment on fait? On fait passer des calibrateurs qui sont fournis avec le réactif. Rapidement, je termine. Je sais. Donc on fait une calibration, une courbe d'étalonnage et on répond. Très bien. Les problèmes qu'on peut rencontrer dans la PCR, c'est l'inhibition et la contamination, comme je l'ai dit. Donc l'inhibition, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui inhibe cette PCR, qui ne lui permet pas de se passer. On a plusieurs étapes qui peuvent être touchées, la précipitation des acides nucléiques, l'attaque polymérase, la chélation du magnésium nécessaire à la réaction, et plusieurs constituants ont été étiquetés comme inhibiteurs. Retenez l'héparine, il ne faut jamais faire de PCR en temps réel sur un tube hépariné. Et le problème le plus important, c'est la contamination. La contamination, c'est quand on a des prélèvements qui sont négatifs, qui sortent positifs. Donc vous avez des positifs un peu partout. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Eh bien parce que la PCR elle est tellement sensible que les produits d'amplification, ils risquent de contaminer l'environnement. Et ça, c'est un grand problème en matière de biologie moléculaire. Comment on peut y pallier? Il y a des technologies comme la N-uracylglycosylase. C'est une technologie qui vous permet d'éliminer les amplifiants déjà présents pour commencer à nouveau sans produit d'amplification. On peut décontaminer avec une solution d'alcool ou une solution d'hypochlorite, c'est-à-dire l'eau de Javel à 10%. Je vous présente juste rapidement cet article qui a été publié en 2022. Voilà, suite à une contamination dans un laboratoire qui travaille sur le SARS-CoV-2. Regardez, sur des surfaces, ils ont écouvillonné des surfaces et ils trouvaient, c'est des courbes positives, ils trouvaient du SARS-CoV-2 sur les surfaces. Donc ils avaient des impliquants dans l'environnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié la source de contamination, ils ont appliqué la procédure de décontamination avec de l'eau de Javel à 10%, et ce 2 fois par jour pendant 5 semaines. Regardez le temps que ça a pris, la semaine 1, la semaine 2, 3, 4, ce n'est qu'à la 5e semaine qu'on a vraiment éliminé ces impliquants, pour vous dire la persistance et la résistance de l'ADN dans l'environnement. C'est beaucoup plus dangereux que le virus lui-même. Pendant l'expérience Covid, on a eu beaucoup de questions sur le prélèvement nasopharyngé, la difficulté de faire la quantification de cette ARN virale dans le prélèvement du nasopharynx, le type d'écouvillon à utiliser, le milieu de transport, la sensibilité des techniques, la difficulté de quantification, et il y avait une question au début de la pandémie qui était le pooling, discuter, est-ce qu'on peut pooler des prélèvements ou pas. Donc je conclus que la biologie moléculaire est l'avenir de la médecine dans le monde et en Algérie. Rappelez-vous, la médecine des CIP, une médecine précise, prédictive et de précision. C'est exactement ce qu'avait fait, vous la connaissez, c'est Angelina Jolie, qui avait fait par technique de biologie moléculaire la recherche du gène BCR1A et qui avait vu qu'elle avait été prédisposée à faire un cancer de l'ovaire et un cancer du sein, et donc elle avait subi une mastectomie préventive grâce à l'outil moléculaire. Et je vous remercie.